Au départ, pour moi, VJ Edgecombe devait juste être un jeune prometteur de plus à Philadelphie. Mais sur ses 4 derniers matchs, je trouve qu'il a pris une toute autre dimension. On parle de 29,3 points, 8 rebonds et 6,3 passes par match à 66% d'adresse réelle. Et le plus fou, c'est que ça ne me semble absolument pas être un coup de chance, quand on décortique attentivement les images. Les tirs sont fluides, les lectures de jeu excellentes et sa confiance est totalement légitime. Dès que Philadelphie lui a confié les clés de l'attaque, tout a changé. VJ Edgecombe a cessé de jouer comme un débutant pour devenir un vrai problème. Le déclic de cette série, je l'ai vu lors du match contre Sacramento. Ce soir-là, ce n'était plus seulement un jeune qui brille, mais une véritable révélation offensive sous mes yeux. VJ termine la rencontre avec 38 points, 7 rebonds, 11 passes et 2 interceptions pour une victoire de 139 à 118. Il devient ainsi le tout premier rookie des 76ers depuis le grand Allen Iverson à signer un match à plus de 35 points et 10 passes décisives. Une statistique tout simplement hallucinante. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est la manière d'y arriver. Sa confiance crève l'écran d'entrée avec ce tir à 3 points en transition sur Atiuwa qui ficelle. Sacramento fait l'erreur de l'oublier dans le corner et il les punit immédiatement. Puis sur une balle perdue, il s'échappe, prend son couloir et claque un alley-oop énorme à une main, la tête au cercle. Le match vient à peine de commencer. On voit déjà son tir extérieur. Ses qualités athlétiques et sa confiance s'exprimer en même temps. Mais selon mon analyse, le vrai déclic se produit dès qu'il s'installe à mi-distance. Sa grande force ces derniers temps, et ce soir-là, aucun changement. Il a constamment cherché cette zone de confort vers la ligne des lancers. Et dès qu'il y parvenait, il semblait d'une facilité déconcertante. Il bat l'horloge sur un tir en suspension. Plus tard, sur une réception, il pose un dribble, se replace à mi-distance et sanctionne à nouveau la défense. Puis il retourne exactement au même endroit de l'autre côté, et ça rentre encore une fois. Je peux vous dire que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas juste un tir chanceux. C'est la marque d'un jeune joueur qui a trouvé sa zone préférentielle et qui croit en son shoot. En seconde mi-temps, j'ai vu une maîtrise totale de son jeu d'attaque. Regardez cette action. Il utilise l'écran de Drummond, temporise et s'offre un tir grand ouvert. Bloqué sur la ligne de fond un peu plus tard, il garde son calme et rentre un superbe fadeaway. Les 76ers ont insisté sur ses écrans hauts, ce qui à mon avis lui libérait totalement le terrain. Et quand la défense s'est mise à resserrer, cette grosse pression s'est muée en opportunité de passe. Sur cette séquence, il attaque le cercle, attire l'aide et sert André Drummond démarqué dans le coin opposé. Et oui, Drummond rentre des tirs primés maintenant, ce qui est complètement fou, je vous l'accorde. Mais c'est là le point clé. Il fait circuler le ballon et multiplie ses actions décisives pour gagner. Voilà pourquoi on ne peut pas résumer cette prestation à un simple coup d'éclat offensif. Ce match contre Sacramento m'a prouvé la richesse et la variété de sa panoplie technique. Son impact global était immense au point de s'imposer comme un joueur capable de mener une attaque au niveau NBA. Si Sacramento a été son coup d'éclat. Le match suivant face à Utah m'a encore plus convaincu, confirmant que ce n'était pas un exploit d'un soir. Je le vois terminer ce match avec 22 points, 13 rebonds et 4 passes. Et pour moi, l'important c'est que son impact a changé de forme, mais pas le joueur. Il démarre le match en faisant d'abord tout le travail de liaison. Il assure ses passes, agresse le rebond offensif et implique parfaitement ses partenaires. Et ensuite, le jeu commence à s'ouvrir pour lui. Il ressort alors sa panoplie de scoreurs en utilisant l'écran de Trendon Watford, rejoint sa zone préférentielle au lancer franc et rentre ce tir à mi-distance. Puis il joue le hand-off avec Drummond, pivote sur lui-même, s'enfonce dans la raquette et lâche un flotteur parfait. Plus tard, sur une transition, il transperce 2 défenseurs de Utah et finit au cercle en un éclair. Et mon action préférée de toute cette rencontre n'est même pas un panier. Ici, Quentin Grimes manque son tir à 3 points. VJ récupère le rebond offensif et sert instantanément Adem sous le cercle pour le dunk. À mes yeux, c'est pour ça que ce match contre Utah compte. Les stats diffèrent, mais c'est le même VJ Edgecombe. J'y retrouve la même création individuelle, la même lecture du jeu. Et cette même faculté a impacté la rencontre de bien des manières différentes. Et puis il y a eu ce match qui a balayé tous les doutes. Les 76ers ont fini par perdre de 20 points face à OKC, mais honnêtement, je m'en fiche. Ce n'était clairement pas l'enjeu principal de cette rencontre. Ce qui m'importe, c'est ce que VJ a fait face à la meilleure défense NBA en portant toute l'attaque. Face à des clients comme Lou Dort, Alex Caruso ou Cason Wallace en leur plantant 35 points. Le plus convaincant selon moi, c'est qu'il n'a pas eu besoin de se réinventer pour y parvenir. Il a simplement repris les armes qui fonctionnaient déjà très bien pour lui. Il sort du hand-off, garde Shai dans son dos, attaque la défense en drop et s'élève pour planter son tir à mi-distance. Puis rebelote, un pick and roll haut, il retrouve le même espace et sanctionne à nouveau. Ses
capital, car cela montre que sa création offensive ne marche pas seulement face à Sacramento ou Utah. Tout son talent reste bien visible face à la meilleure défense de toute la NBA. Puis la difficulté grimpe d'un cran. Il s'offre un tir à 3 points osé en transition et l'enquille. Au troisième quart-temps, il efface Lou Dort, pourtant l'un des meilleurs défenseurs NBA, avant de s'élever au-dessus de Chet Holmgren à mi-distance. Puis sur un autre écran haut, j'adore le voir choisir de déclencher directement à 3 points. Il attaque le cercle ressort le ballon, mais continue de bouger, se décale dans le corner et marque à 3 points. On parle de vrais tirs face à de sacrés défenseurs. Et les schémas que j'analysais plus tôt continuent de fonctionner, même face à ce niveau d'opposition. C'est à ce moment précis qu'on comprend qu'on tient un phénomène. C'est là que la question du tir extérieur devient cruciale. Car quand VJ Edgecombe prend feu de loin, tout son jeu s'ouvre et la raquette se libère totalement. Son jeu intermédiaire devient plus simple et les défenseurs sont obligés de monter plus haut. Et ses actions favorites au milieu du terrain deviennent alors presque impossibles à défendre. Je me rappelle qu'à son arrival en NBA, beaucoup doutaient de la fiabilité de son tir. Et aujourd'hui, le rookie affiche déjà 35% de réussite à 3 points. Sur cette période, il est encore plus chaud, avec un incroyable 48% à 3 points. Et soyons clairs, ce pourcentage va inévitablement finir par redescendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que son shoot est déjà assez fiable pour forcer la défense à monter. Et s'il commence son match avec 2 tirs à 3 points, je vois tout le reste de son jeu devenir bien plus dangereux. Passons maintenant au match contre Chicago. Et c'est là que mon analyse change complètement, car Joel Embiid est de retour. Paul George a aussi fait son retour. Dès l'entame, j'ai trouvé Embiid hyper tranchant. Une forme qui a tenu tout le match, finissant avec 35 points. Ajoutez à ça les 28 points de Paul George, 2 superbes matchs de reprise. C'est évidemment capital pour les Sixers de Philadelphie. Ils ont absolument besoin d'eux pour être au top. Mais dans cette rencontre, ce que je veux retenir pour notre analyse, c'est la façon dont VJ s'est intégré, malgré le retour des stars sur le parquet. Et j'ai pu le constater immédiatement, dès la toute première action de Philadelphie. Paul George le sert parfaitement dans sa course, VJ s'envole dans la raquette et marque sur Nick Richards une action qui méritait franchement un lancer franc bonus. Ensuite, il trouve un espace pour rentrer ce fadeaway en pivot au-dessus de Matas Bouzelis. Puis, isolé face à Colin Sexton, il déclenche un step back à 3 points avec un rebond chanceux. En transition, il s'arrête tranquillement pour un pull-up à 3 points et ça rentre encore. Voilà pourquoi ce match est si crucial selon moi. Malgré les retours de Joel Embiid et de Paul George, on retrouve les mêmes ingrédients qui ont lancé sa série. Il domine toujours autant ce jeu à mi-distance. Il continue de créer son propre tir. Il attaque les espaces avec agressivité et montre le tout meilleur visage de son jeu. Sa belle dynamique ne s'est pas envolée avec le retour des stars dans l'effectif. Son impact reste intact, d'où la question suivante qui se pose. Et elle sera encore plus cruciale quand Tyrese Maxey sera lui aussi de retour. C'est là que Philadelphie va devoir faire un choix crucial. Et pour le prouver, je ne regarde pas seulement cette série de 4 matchs, mais sa capacité à assumer les moments chauds toute la saison. En 35 matchs serrés, Philadelphie fait 21 victoires pour 4 défaites avec VJ. Et durant ces minutes, il affiche un net rating de 24,8, un rating offensif de 120,9 et un rating défensif de 96,2. Ajoutez à cela ses coups d'éclat, le tir de la victoire contre Memphis, ses 34 points pour ses débuts face aux Celtics, et même ce match contre les Knicks où il pesait lourdement, des deux côtés du terrain. Pour moi, le terrain confirme totalement les statistiques. Il a cette explosivité, la confiance, l'adresse au tir. Ce jeu à mi-distance. Et ce petit truc en plus que les grands joueurs affichent très tôt dans leur carrière. C'est pourquoi je pense que Philadelphie ne peut pas se permettre de le renvoyer dans l'ombre, avec seulement 5 ou 6 tirs par match à attendre sagement dans son coin. Pas après une telle série. Pas après nous avoir prouvé qu'il créait du jeu et qu'il peut marquer dans toutes les positions, ni après sa façon de s'intégrer aux côtés de Joel Embiid et de Paul George sans perdre sa dangerosité. Pourtant, lors de ce match, il n'a pris que 9 tirs. De mon point de vue, il devrait absolument prendre entre 12 et 13 tirs quasiment chaque soir. Personnellement, je le trouve déjà exceptionnel. Mais dès que Tyrese Maxey sera là, cet équilibre va devenir encore plus difficile à trouver. Maxey a eu le taux d'usage le plus élevé de l'équipe cette saison, et c'est mérité. Sans oublier que Joel Embiid monopolisera toujours une part énorme en attaque dès qu'il sera disponible. Et puis on a Paul George qui réclame toujours ses ballons. Du coup, le nombre de possessions à partager est forcément limité. Mais c'est précisément pour ça que cette période comptait autant. Parce qu'à l'instant où Embiid, Maxey et George se sont effacés, VJ Edgecombe ne s'est pas contenté de tenir la baraque. Il a explosé, tournant à près de 30 points par
par match avec une efficacité folle de la création, du playmaking et du sang-froid. Ce ne sont pas des qualités qu'on apprend pour ensuite les ignorer. Philadelphie ne peut pas regarder cette séquence, voir son apport décisif cette saison, constater comment tout s'emboîtait parfaitement à côté d'Embiid et de Paul George, et le renvoyer bêtement dans son coin en faisant comme si de rien n'était. Pour moi, ce serait une grave erreur. Rien n'empêche Embiid de lui poser des écrans, et Paul George n'a aucune raison de ne pas faire de même. Il devrait peut-être accepter d'écarter le jeu pour lui et de jouer un rôle de liant. À mes yeux, rien n'empêche cette équipe de mettre en place de vrais moments chaque soir où l'attaque repose sur VG et ses systèmes. Car à ce stade, je pense que c'est la meilleure façon pour eux de devenir vraiment redoutables. Mais une autre jeune équipe commence à s'avérer bien plus redoutable que prévu. Les San Antonio Spurs. Ils ont gagné 23 fois sur les 25 derniers matchs. Et si vous voulez comprendre pourquoi ils seront un vrai problème en play-off, alors je vous conseille de regarder mon analyse vidéo complète juste ici.